Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur LCP. Nous allons vivre en direct la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, les réponses des groupes politiques et le vote de confiance ici à l'Assemblée nationale. Et avec moi sur ce plateau pour décrypter toute l'actualité, j'accueille Ludovic Faux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à LCP. Michel Cotta, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique à Europe 1. Frédéric Saïs, bonjour, éditorialiste politique à France Culture, et Fernand Tavares, bien sûr, notre éditorialiste à LCP. Et puis tout au long de cette émission, on retrouvera en duplex de la salle des 4 colonnes Valérie Brochard. Bonjour Valérie. Bonjour Astrid. Vous nous faites signe quand vous avez des députés à votre micro. Mais avant de débuter, retour sur la journée d'hier. Emmanuel Macron s'est adressé aux deux assemblées réunies en congrès, une pratique qu'il entend bien réitérer chaque année. Le récit de ce premier congrès de l'ère Macron par Stéphanie Despierres. Le lieu est solennel, le discours aussi. Beaucoup d'emphase, un zeste de philosophie politique, une pointe d'histoire. Sous les ors de Versailles, le président de la République réitère les engagements du candidat Emmanuel Macron. Il promet des changements profonds, un discours volontariste pour afficher sa détermination. S'agit-il de réformer le droit du travail pour libérer, dynamiser l'emploi au bénéfice d'abord de ceux qui n'en ont pas? On nous dira qu'il s'agit d'adapter la France aux cruautés de l'univers mondialisé ou de satisfaire aux diktats de Bruxelles. S'agit-il de sortir de l'état d'urgence? On nous dira d'un côté que nous laissons la France sans défense face au terrorisme et de l'autre que nous bradons nos libertés. Rien de tout cela n'est vrai. Derrière tous ces faux procès, on trouve le même vice. Le vice qui empoisonne depuis trop longtemps le débat public. Le déni de réalité. Sauf qu'en 1h30 de discours, on n'en saura pas beaucoup plus sur la réalité des réformes à venir. En dehors des questions institutionnelles, le président de la République n'a livré aucun détail. Pour ses adversaires, c'est un congrès pour rien. Nous n'en savons pas plus en sortant qu'en entrant. Et ça, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas bon signe. Parce que quand on réunit le congrès, eh bien, c'est pour lui donner des éléments qui sont des éléments précis sur la vision qui est la sienne et sur ce qu'il veut faire. On a déplacé beaucoup de monde, qu'on a voulu donner de la solennité à un discours qui peut-être n'en méritait pas tant. C'était un discours, j'ai trouvé assez creux, pour tout dire également un peu pompeux et passablement ennuyeux. Il n'y a aucune annonce très concrète. On est toujours dans la même démarche de communication. Les parlementaires espèrent en savoir plus cet après-midi. Édouard Philippe, le Premier ministre, fera son discours de politique générale à 15h à l'Assemblée nationale. Alors on a entendu beaucoup de critiques sur ce discours d'Emmanuel Macron. Certains le disent creux, vide. Michel Cotta, est-ce que c'était important pour vous, de la part d'Emmanuel Macron, de réunir le Congrès, ou est-ce un congrès pour rien ? Je ne pense pas du tout que ce soit un congrès pour rien. Il voulait absolument, il le dit depuis longtemps, donner une vision, se mettre un peu au-dessus. Et il était en revanche limité en dessous, si j'ose dire, par le discours de son Premier ministre qu'il attendait. Donc il avait le choix. Quand j'entends effectivement Marine Le Pen dire il n'est pas entré dans le détail, ça n'était pas son rôle d'entrer dans le détail. Et d'ailleurs, nous aurions été les premiers, je suppose, à dire que c'était tirer le tapis sous les pieds de son Premier ministre. Alors, effectivement, le discours, moi, je l'ai trouvé un peu long, un peu charismatique, si j'ose dire, un peu, vous voyez... dans l'emphase. Genre prédicateur, un peu prédicateur, mais c'est son genre, c'est son type de... Et quand même, il a dit, en dehors de la réforme constitutionnelle, c'est quand même quelque chose alors, qui fait partie du droit régalien, donc du droit du président. Sur le reste, effectivement, ce sont des pistes. Ça ne veut pas être autre chose, ce sont des pistes pour son Premier ministre. C'est pour ça que c'est très important d'attendre si les deux discours s'emboîtent ou s'emboîtent pas. Voilà. On verra ça tout à l'heure à 15h. Ludovic, faut vous partager ce que vient de dire Michel Cotta, ou vous trouvez que c'était pas forcément utile cette date, juste la veille du discours de politique générale? Alors sur la forme, c'était un discours très très écrit et qui mérite peut-être plus d'être lu qu'écouté. Et c'est vrai qu'à part quelques passages un peu lyriques, ça manquait du coup peut-être un petit peu de percussion à l'oral. Et donc les Français risquent effectivement de ne pas forcément en retenir grand-chose. Sur le fond, c'était un vrai discours de
président, avec des idées, des valeurs, des principes sur l'exercice du pouvoir, sur la nécessité de réformer. Mais c'est vrai, Michel Cotta le disait, à part sur la réforme institutionnelle, il n'y a pas grand-chose de concret. Mais effectivement, s'il y avait eu des choses trop précises, on aurait dit qu'il empiétait sur le discours du Premier ministre aujourd'hui. Alors, du coup, là encore, les Français ne retiendront sans doute que cette réforme institutionnelle. C'est pas forcément la priorité des Français, les institutions. Et en même temps, c'était sans doute fait pour ça, parce qu'Emmanuel Macron, lui, il considère que cette réforme des institutions, elle est nécessaire pour créer un choc de confiance. C'est-à-dire que les Français s'aperçoivent que la réforme, ça doit aussi s'appliquer au monde politique. Alors, on peut dire effectivement tout ça pour ça, sauf que avec ce discours, Emmanuel Macron, il a transformé ses promesses de campagne en charte qui va maintenant guider l'action du gouvernement. Il a commencé à faire la pédagogie de sa politique et on a suffisamment reproché à François Hollande de ne pas le faire. Maintenant, à charge pour Édouard Philippe de passer de la parole aux actes. Et donc, c'est le temps, en quelque sorte, qui permettra de dire si ce discours il était utile, nécessaire et réussi. Frédéric Sayss, votre avis, est-ce qu'il aurait dû parler plus de chômage, d'économie, des problèmes des Français, Emmanuel Macron ? Disons qu'il s'est un peu piégé tout seul en mettant lui-même ce discours la veille de celui de son Premier ministre, puisqu'il s'est condamné à ne pas entrer dans les choses les plus concrètes et l'application des réformes. Et du coup, 1h30 pour simplement donner une vision assez théorique, il y avait du fond, c'est vrai, il y avait une vision idéologique assez assumée, notamment sur la mobilité sociale. Mais du coup, 1h30 pour développer uniquement ça et pour redire ses promesses de campagne, là-dessus on ne peut pas lui reprocher de les avoir oubliées, il les a redites, un tiers de parlementaires en moins, là, une dose de proportionnelle, etc. Il y a juste le service militaire qui est passé à la trappe, je sais que vous avez remarqué, ça n'apparaît plus, alors, apparemment c'est en mauvaise posture, mais du coup c'est vrai qu'on s'est ennuyé à de nombreuses reprises. Pour qu'un discours comme ça soit vraiment réussi, il faut deux choses, soit vraiment des annonces très concrètes qui fait qu'on retient, soit des formules marquantes. On pense toujours à celui de Dominique de Villepin le 14 février 2003 devant l'ONU. Il y en a beaucoup d'autres qui font qu'on s'imprègne de ce discours. Là, il y avait vraiment ni l'un ni l'autre, à mon sens, et donc c'est plutôt un exercice raté. On n'en retient pas grand-chose, Fernand, vous partagez ? Oui, en même temps, une petite précision, parce que hier, on a beaucoup parlé de cette venue du président de la République à Versailles, donc c'est la réforme constitutionnelle de 2008 qui fait que les choses sont ainsi, mais à l'origine, ce que voulait Nicolas Sarkozy, il aurait bien voulu pouvoir s'adresser directement dans les hémicycles aux députés et aux sénateurs. Et sa propre majorité, à Nicolas Sarkozy, n'a pas accepté ça. Il dit non, là, il y aura trop de pression, donc ça n'est pas la bonne formule. Et du coup, il a été obligé de se rabattre sur cette formule. Sur l'atmosphère générale, le discours, l'allocution de M. Macron, en fait, j'ai trouvé que l'atmosphère était, comment dirais-je, très pontificale. On serait cru, en quelque sorte, dans un synode des évêques. D'ailleurs, les mots employés par le président de la République rappellent parfois ce que l'on peut lire dans les évangiles ou dans la Bible. Alors, vous allez me dire que M. Macron a fait ses études chez les jésuites. Ceci explique peut-être cela. Il y a un mot, par exemple, il a prononcé à Essian le mot « ascète ». En disant il faut pratiquer une certaine forme d'ascétisme lorsqu'on est élu. C'est-à-dire qu'on doit être tout dévoué à sa cause et avoir une morale irréprochable. Et il y a eu également d'autres formules. Lorsqu'il dit, par exemple, il faut penser à ceux qui ont le moins, donc se pencher sur les plus démunis. Là encore, ça reste entre guillemets de l'évangile. Alors c'était une sorte de prestation laïque et républicaine avec des relents évangéliques. Merci beaucoup. Alors aussi, on l'a vu, Emmanuel Macron entend réitérer cet exercice tous les ans. Michel Cotta, pour vous, c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose d'un peu plus moderne ? Par exemple, une réponse des présidents de groupe en présence du président de la République ? Oui, peut-être. Certains le réclament. Je crois. Alors, oui, il faut voir d'où on vient. On vient de l'histoire de la Ve République dans laquelle le président ne devait pas s'adresser, il ne pouvait communiquer avec lui par message. Ça a été d'ailleurs le cas en 81 où le message de François Mitterrand a été dit juste avant le discours de Pierre Mauroy. Donc, on n'invente rien dans la simultanéité. Donc, on vient, effectivement, maintenant, il peut s'adresser aux sénateurs et aux députés. Oui, peut-être, on peut envisager que les groupes lui répondent, mais je trouve que c'est pas ça qui est important. Je crois que le discours tout entier, c'était quand même un discours rassembleur, peut-être trop unanimiste, hein, et c'était un discours qui envisage de rendre la confiance aux Français. Le mot confiance a été prononcé très, très souvent. Je ne sais pas si c'est un
Je ne pense pas que ce soit un terme évangélique. Enfin, le mot confiance, et le mot confiance, ça veut dire chacun rend compte toutes les années. Les ministres rendent compte au Premier ministre, le Premier ministre me rend compte à moi, et moi, je rends compte aux Français. Donc ça me paraît une démarche quand même de nature à, même si effectivement Versailles coûte cher, c'est une démarche, il me semble, qui était nécessaire sur l'évolution de la classe politique et de ses rapports avec les Français. Cette intervention à Versailles, elle devait remplacer l'interview, la traditionnelle interview du 14 juillet. Ludovic Faux, vous pensez que l'exercice est réussi en ce sens où on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions? On n'a pas eu toutes les réponses à nos questions parce qu'il n'y a pas eu de questions. En même temps, c'est fait pour. Si Emmanuel Macron a préféré la forme du discours à l'interview, c'est justement qu'il veut verrouiller sa communication pour mieux la maîtriser, pour délivrer le message qu'il veut quand il veut. Et en termes de communication, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Quand on se rappelle des interviews qui ont marqué un petit peu ces derniers mandats, il y a celle de Jacques Chirac notamment, avec le fameux pchit ou le abracadabrantesque à propos des affaires. Mis à part ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont véritablement marqué, y compris le quinquennat de François Hollande. Et finalement, d'une façon plus générale, Emmanuel Macron, il estime que Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils ont trop commenté l'actualité, ils se sont trop pliés à l'agenda journalistique. Lui, il veut justement faire le contraire. Alors, dans l'opinion, pour l'instant, ça semble plutôt bien reçu, cette forme de communication un petit peu verticale. C'est possible tant que le président est en position de force, en quelque sorte, dans l'opinion, dans les sondages. Est-ce que ça pourra continuer dans la durée? Il faudra voir ça. On va maintenant s'intéresser un petit peu au fond du discours d'Emmanuel Macron hier à Versailles. Il a beaucoup parlé des institutions, des réformes qu'il avait déjà annoncées pendant sa campagne électorale, comme la réduction du nombre de parlementaires ou encore l'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée. Le point sur ces annonces avec Bastien Auger. Une philosophie générale, des grands principes et des échéances fixées sur quelques points, comme la réforme des institutions. Devant les parlementaires, le président a confirmé plusieurs chantiers, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, la limitation de leur mandat dans le temps, l'instauration d'une dose de proportionnelle, sans préciser laquelle, la réforme du Conseil économique, social et environnemental, ou encore la suppression de la Cour de justice de la République. Nouvelle proposition, pour simplifier la procédure législative, Emmanuel Macron souhaite que certaines lois puissent être adoptées en commission. Il est des situations d'urgence que le rythme propre au travail parlementaire ne permet pas de traiter suffisamment vite. Songez à l'encadrement des pratiques issues du numérique en matière de protection des droits d'auteur, de la vie privée de nos concitoyens ou de la sécurité nationale. La navette pourrait être simplifiée. Je pense même que vous devriez pouvoir, dans les cas les plus simples, voter la loi en commission. Emmanuel Macron a précisé le calendrier. Il souhaite réformer les institutions en 1 an, avec des propositions du gouvernement d'ici l'automne, puis la convocation d'un congrès. Si le Parlement ne parvient pas à réformer, le président menace, il aura recours à un référendum. Le chef de l'État s'est également exprimé sur l'évaluation des lois. Je souhaite qu'une évaluation complète de tous les textes importants, comme aujourd'hui celle sur le dialogue social ou encore sur la lutte contre le terrorisme, soit menée dans les 2 ans suivant leur mise en application. Il est même souhaitable qu'on évalue l'utilité des lois plus anciennes. Confirmation du président, l'état d'urgence prendra bien fin à l'automne. Certains aspects passeront dans le droit commun à travers le projet de loi antiterroriste. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé le lancement de conventions démocratiques partout en Europe d'ici la fin de l'année, avec le but de refonder l'Union européenne. Autre promesse, celle de renouveler ce grand oral devant les parlementaires, 1 fois par an. Alors on va revenir sur ces mesures en plateau ici, mais avant cela, on va retrouver tout de suite Valérie Brochard. Valérie, vous êtes salle des 4 colonnes, avec un invité à votre micro, Alexis Corbière. Absolument, Alexis Corbière, un député La France Insoumise de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous avez boycotté le congrès de Versailles hier, pourquoi ? Il nous a semblé peu utile de participer à ce qui était une opération de communication présidentielle. Nous, ce que nous voulons rejeter, c'est cette évolution de nos institutions vers une hyper-présidentialisation, une place de plus en plus importante laissée au président, qui reste irresponsable face à la représentation nationale. C'est ça la différence fondamentale entre hier et ce à quoi on va assister aujourd'hui. Aujourd'hui, le Premier ministre va venir, il va s'exprimer, les groupes lui répondront, et puis après, il y aura un vote de confiance. Nous voterons contre la confiance donnée au gouvernement. Mais tout de même, on est encore dans un responsable politique qui est en situation de responsabilité face donc aux députés. Hier, le président était irresponsable. Il vient, il s'exprime et il s'en va.
Donc moi je ne souhaite pas qu'il y ait cette évolution de plus de poids donné au président de la République qui parle et qui après n'est jamais sous contrôle de la représentation nationale. Une évolution qui est amenée à revenir chaque année. Il l'a promis, ce sera la même chose tous les ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est utile? Non, je viens de le dire, je crois que c'est pas bien de banaliser l'idée que nous avons un responsable politique qui dirige, qui tranche, qui brise, qui décide de tout, qui concentre sur lui tous les pouvoirs et qui veut pouvoir s'exprimer face à une assemblée auquel en vérité il n'a pas de compte à rendre. Moi je ne suis pas un spectateur, je n'ai pas été élu pour être le spectateur passif d'un hyper pouvoir qui s'exprime et face auquel je ne peux rien dire. Si je ne suis pas d'accord, quel pouvoir j'ai pour dire Monsieur le Président, je souhaite sanctionner ce que vous avez fait, etc. Bon, donc je n'ai aucun pouvoir et si on ne me donne aucun pouvoir, pardon, ben je ne viens pas, parce que je ne suis pas là pour servir de pot de fleurs, même si j'ai beaucoup de respect pour les pots de fleurs, mais j'ai une autre idée du travail de parlementaire. Par exemple, hier, et ça c'est concret, le code du travail aujourd'hui est remis en cause, selon moi, par le projet de loi d'habilitation qui permet que ce soit par ordonnance qu'on modifie le code du travail. Hier, il fallait déposer avant 17h des amendements. D'accord, nous avons travaillé. Sachez que le parlementaire que je suis n'a toujours pas de bureau pour travailler. Ce sera demain que nous rentrerons dans nos bureaux. C'est très concret. Donc on bouscule la représentation parlementaire, on lui demande de travailler vite, dans des conditions matérielles qui ne sont pas satisfaisantes, et on cherche à faire passer un texte qui concerne 18 millions de salariés, qui vous concerne vous, qui concerne tous ceux qui nous regardent. 18 millions de gens sont concernés. On va demain sans doute faciliter les licenciements, créer les conditions d'une négociation au niveau de l'entreprise qui pourra élargir le champ de la négociation et peut-être même toucher au salaire. On va supprimer sans doute ou affaiblir le rôle des comités d'entreprise, CHSCT. Tout ça c'est très concret, c'est immense. Et on voit bien qu'il y a une volonté dans la chaleur de l'été d'avancer sur ce texte-là. Donc moi, je veux profiter pour mettre le zoom là-dessus, dire aux Français, attention, là il y a un enjeu, les députés France Insoumise vont faire tout leur travail de parlementaire, mais je ne me prête pas, je répète, aux opérations de communication du notre roi soleil, ou un peu roi sommeil hier, parce que c'était un peu assommant tout de même. Alors, sans être spectateur ou pot de fleurs de ce congrès de Versailles, vous avez peut-être quand même entendu les mesures énoncées par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? La réduction du nombre de parlementaires, etc. Bon, moi évidemment, c'était symbolique mon absence, mais je regarde ce que dit le président de la République à dire. Je ne me désintéresse pas évidemment de cela, parce que d'un point de vue politique, il y a une importance. Mais j'écoutais mon cher au contribuable en regardant les choses devant ma télé. Mais allons à l'essentiel. Bon, quel discours, là encore très long, ennuyeux, franchement. Bon, et sur le fond, vous pointez, peut-être que ce qui sera le plus retenu par nos concitoyens, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Alors j'admets que je suis sur un terrain glissant, je ne veux pas défendre la représentation parlementaire. Premièrement, je suis un nouveau député et deuxièmement, je suis très critique vis-à-vis de la Ve République. Je suis pour une 6e République, mais est-ce que la réponse aux faiblesses de la Ve République passe par la réduction du nombre de parlementaires? En quoi demain le pouvoir politique, la représentation du peuple sera plus forte s'il y a 400 députés plutôt que des 577? D'où vient cette idée? Moi je ne crois pas. Je pense que c'est un affaiblissement de la représentation nationale. Il ne faut pas être dupe. Si le pouvoir politique se voit réduire ses pouvoirs, le pouvoir va être ailleurs, soit à l'Élysée, soit dans les puissances privées d'argent, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc moi je ne vois pas en quoi le citoyen sera mieux représenté demain si on réduit le nombre de parlementaires. Même si je vois bien qu'il y a un regard très critique de nos concitoyens sur la représentation politique. L'abstention est le phénomène le plus important. Mais on réduira, selon moi, l'abstention si on donne plus de pouvoir aux citoyens pour contrôler les élus. Droit de révoquer les élus, prise en compte du vote blanc, et pas par démagogie populiste, réduisant le nombre de députés. Merci, on vous a entendu, Monsieur Corbière. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Brochard. Et on le voit, déjà des oppositions au sein du Parlement contre cette réduction du nombre de parlementaires. Frédéric Seyss, c'est vrai que c'est difficile parfois de demander à des parlementaires de voter pour quelque chose pour lequel ils ne sont pas forcément d'accord. Oui, exactement, mais en parallèle, on peut voir aussi que c'est une mesure qui était proposée par quasiment tous les candidats à la présidentielle. Donc c'est quelque chose que les Français, en un sens, par leur suffrage, ont ratifié. Et dans les enquêtes d'opinion, on voit d'ailleurs qu'ils sont d'accord. Il y a autre chose de très intéressant, c'est l'évaluation des textes précédents, puisque ça, par définition, au JT de 20h, on en parle très rarement. Ces textes qui s'accumulent, qui s'amoncellent, qui ne servent plus ou qui sont en réaction à des faits divers et qui n'ont pas d'utilité majeure. Ça peut être très intéressant d'aller débroussailler un peu là-dedans. Après, cette réduction du nombre de parlementaires, elle sera vraiment utile, me semble-t-il, si elle s'accompagne d'une hausse des moyens pour chaque parlementaire restant, pour les 400 et quelques à l'Assemblée nationale, qui pourront avoir peut-être des équipes mieux formées, plus nombreuses, plus compétentes. Ça, ce sera le vrai critère pour savoir si ça améliore les choses. Parce que si c'est juste pour diminuer un petit peu l'enveloppe totale de l'Assemblée nationale, ça n'aura pas un intérêt flamboyant. Fernand, Emmanuel Macron l'a dit, si jamais les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, il ira au référendum, Emmanuel Macron. Absolument. De toute façon, le président de la République est très à l'aise. Il a fait campagne, entre autres, sur cette question. Alors évidemment, ce qu'il faut se demander aujourd'hui, c'est l'image des parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, dans l'opinion publique. Je ne parle même pas des conseillers économiques et sociaux qui seront
aussi touchés par cette réforme. Dans l'opinion publique, il y a une mauvaise image. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On dit que les députés ne travaillent pas assez, on dit que les sénateurs ne travaillent pas suffisamment, on voit des hémicycles vides, on ne voit pas suffisamment de parlementaires au travail. Alors, Emmanuel Macron, lui, je veux dire qu'il joue pratiquement sur du velours. Il a l'opinion avec lui. Alors maintenant, reste à savoir ce qui va se passer pendant la discussion parlementaire et pendant les projets de loi. Certes, on peut aboutir à un référendum. Un référendum, dans l'opinion, à l'heure où nous parlons, ça serait très positif. Il aurait une large majorité. D'ici un an, c'est court, mais on voit qu'il veut aller vite. Il a raison. Néanmoins, il y a quand même une question qui se pose, c'est de savoir à un moment donné ou à un autre ce que fera du résultat de ce référendum le président de la République et pourquoi pas, au bout de 4 ans, par exemple, dissoudre l'Assemblée nationale pour être l'auteur d'une nouvelle réforme. Mais dans un an, la popularité d'Emmanuel Macron, on pourra être entamée. C'est un risque politique quand même d'aller au référendum, Ludovic Faux. Oui et non, parce que justement, alors on dit souvent effectivement que lors d'un référendum, les Français ne répondent pas forcément à la question qui leur est posée, sauf que là, c'est une réforme qui est plutôt populaire. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il utilise vis-à-vis des parlementaires l'arme du référendum sur le thème « Attention, si vous ne votez pas la réforme, je la proposerai aux Français ». Voilà, je pense que même si la cote de popularité d'Emmanuel Macron venait à avoir baissé un peu, beaucoup, énormément dans un an, c'est le type de réforme qui pourrait passer, y compris par référendum. Ça pourrait même, s'il était en difficulté dans les sondages, lui permettre de se relancer éventuellement un petit peu. Après, effectivement, la question, c'est aussi quel usage il fera et comment il présentera ce référendum. Est-ce qu'il le dramatisera? Est-ce qu'il lui donnera un caractère plébiscitaire? Auquel cas, là, il y a toujours effectivement un petit risque quand même. Ou est-ce qu'au contraire, il expliquera que dans une démocratie adulte, on peut demander aux Français de se prononcer sur une question précise sans forcément en faire un drame et un enjeu politique pour tout le quinquennat? Michel Cotta. Sans aller déjà jusqu'au référendum, qui peut-être aura lieu. Et de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui a annoncé qu'il aurait recours au référendum, et pas seulement pour ça. Bon, c'est quelqu'un qui, effectivement, est prêt à jouer le tout pour le tout, et c'est vrai que ça change. Bon, mais le problème est, heureusement qu'il en parle en début de mandat. C'est pas un hasard. Il en parle au début de mandat parce qu'on sait très bien qu'au bout de 3 ans, aucun député ne veut jamais partir. 2, il en parle avec une majorité de jeunes députés. Et de jeunes députés à qui on a dit pendant la campagne, attention, vous restez 5 ans, mais il n'y a pas question de faire carrière pour vous. En tout cas, ceux-là, on les a prévenus. Donc du côté des députés, à mon avis, cette réforme peut passer maintenant. Restent les sénateurs. Alors, les sénateurs où Emmanuel Macron est nettement, enfin, n'a pas le même avantage qu'à l'Assemblée, même s'il essaie de faire un petit groupe de sénateurs macroniens. Son seul espoir, peut-être, que les nouveaux sénateurs entreront en fonction à l'automne et que dans ces nouveaux sénateurs, il y a beaucoup de macroniens. Alors, dans ces cas, la réforme passera normalement à la majorité constitutionnelle. Mais effectivement, le référendum est un dernier recours. Ah, il y a aussi un point très important, c'est la proportionnelle. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Et ce matin, sur Public Sénat, Jacqueline Gourault, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a donné un chiffre, 20 à 25% de proportionnelle à l'Assemblée. C'est assez important quand même, Fernand Tavares. Qu'en pensez-vous ? C'est très important, mais enfin, on a déjà eu un précédent, on en parle souvent, c'était en 86 sous François Mitterrand qui a introduit aussi la proportionnelle. Ça n'a pas été une révolution dans l'hémicycle parce que, François Mitterrand avait disposé d'une large majorité. Le problème là-dedans, c'est que si on réduit le nombre de députés et de sénateurs déjà et qu'on instaure une proportionnelle, on ne sait pas ce que vont donner les chiffres. Tel groupe, combien il y aura de députés. Enfin, par exemple, la France insoumise aujourd'hui passerait certainement autour de 40. Les communistes, les socialistes, peut-être aussi retrouveraient un chiffre beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Au total, sur 350 députés, il faudrait faire les comptes, parce que à ce moment-là, ils risquent de perdre peut-être une majorité parlementaire. Donc, attention au boomerang. Frédéric Seyss. Peut-être aussi un effet de volonté de dompter une partie de sa future majorité, qui pour l'instant, vous avez raison, reste très docile, mais on sait qu'ils prennent vite de l'expérience dans ce domaine. Et qui dit proportionnel dit redécoupage, évidemment, puisqu'il faudrait moins de circonscriptions plus grandes et un scrutin par liste, par ailleurs, pour
les 10 ou 20% de proportionnel, et ça veut dire que les députés insoumis, y compris dans la propre majorité d'Emmanuel Macron, pourraient se voir couper leur propre circonscription. Ça aide à se tenir sage. Ludovic ? Oui, attention, les 20 à 25% dont parle Jacqueline Gourault, c'est plus un souhait qu'une annonce. Hein. Bien sûr, elle a dit que le débat n'était pas fait encore. Elle est issue du MoDem, et on sait que le modèle plaide pour une dose de proportionnel relativement importante. Mais si on réduit l'Assemblée d'un tiers, on passe à 380 députés. Ça veut dire que si on a 20%, mettons, de ces députés élus à la proportionnelle, c'est-à-dire 76 députés élus à la proportionnelle, avec une majorité à 190. Et donc, attention, il y a un double écueil. Hein. Le risque de rendre difficile pour un président d'obtenir une majorité. L'autre écueil étant effectivement la critique que si on met seulement 10%, ce serait peut-être une proportionnelle un peu cosmétique. Mais néanmoins, les chiffres qui circulaient jusque-là, c'était plutôt 10 à 15% de proportionnel. Et puis, quelque chose dont on parle assez peu, mais qui est important, c'est qu'il faut y réfléchir. On va créer 2 catégories de députés. Ceux qui seront élus dans un territoire et puis ceux qui seront élus vraisemblablement plutôt au niveau national à la proportionnelle. Et donc on change un petit peu, hein, si on y ajoute le non-cumul des mandats et la réduction du nombre de députés, on change un petit peu la nature de la relation entre les Français et leurs députés. Et il faut y réfléchir aussi parce que ça a un impact assez fort sur la vie démocratique. Et le plus spectaculaire, ce sera évidemment l'arrivée d'un nouveau groupe, le groupe du Front National, comme en 1986, on va les retrouver à 35-40. Il est 14h26. Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, nous allons vivre ensemble le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Il sera suivi de la réponse des groupes parlementaires et du vote de confiance. Alors comment vont se répartir ces votes? Quelles sont les positions de chaque groupe? Marie Labatte et les équipes d'LCP ont compilé les positions de chacun. C'est devenu le passage obligé pour tout nouveau Premier ministre. Le discours de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale, un grand oral suivi d'un vote de confiance des parlementaires. Et si Édouard Philippe peut d'ores et déjà compter sur les 314 élus du groupe La République En Marche et donc éviter tout risque de démission forcée, rien n'est moins sûr pour les 6 autres groupes politiques. On a décidé de remplacer la politique réflexe, où on sait d'avance ce qu'on va faire, par la politique de la réflexion. Moi, je vais d'abord écouter le Premier ministre et sa déclaration de politique générale avant de décider ce que je vais faire. Ça, c'est à titre personnel. Là, il y a une consultation dans le groupe avec certains qui sont effectivement encore en attente de ce qu'a à dire le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et il y a une majorité assez large qui penche plutôt vers l'abstention et certains qui voteront pour. Et moi, je pense que la meilleure des choses, c'est d'écouter ce qu'il dit et de juger après. Chez les Républicains, la position est plus ambiguë. Christian Jacob a officiellement appelé à voter contre la confiance. Pourtant, officieusement, certains députés s'abstiendront. Ce qui est sûr, c'est que c'est la liberté de vote. Ce qui est sûr, c'est que personne ne votera la confiance dans le groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut être une opposition sans être dans une opposition spectacle à la Mélenchon ou à la Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il ne faut ni donner un blanc-seing à ce gouvernement, ni être dans une opposition systématique. À titre personnel, je m'abstiendrai et je défends l'idée d'une abstention libre et responsable. Pour les 3 groupes restants, la décision est plus claire. Le MoDem votera pour la confiance à l'unanimité. France Insoumise et le groupe GDR, massivement contre. Alors, on le voit, la recomposition voulue par Emmanuel Macron est plus qu'en marche. Les groupes PS, Nouvelle Gauche et les Républicains constructifs ou Canal Historique sont extrêmement divisés. Michel Cotta, c'était le souhait. On peut ajouter de la division à la division. Alors, du côté du Parti socialiste, du groupe Nouvelle Gauche. Du groupe de la gauche. Déjà, le changement de titre est déjà extraordinairement symbolique. C'est-à-dire que le groupe n'ose même plus se dénommer socialiste, ce qui est quand même bon. Et même à l'intérieur de ce groupe, on voit des gens donc se diviser. On sait très bien que Stéphane Le Foll est plutôt tenté de voter la confiance, pendant que Olivier Faure dit le contraire. Puis alors, à l'extérieur de l'hémicycle, c'est encore plus farfelu, parce qu'on voit quand même Benoît Hamon créer son propre parti, quitter le Parti socialiste, alors qu'il a été le candidat, en plus heureux, à la primaire. Bon, donc du côté socialiste, c'est vrai qu'il y a une division, mais alors on appelle ça refondation. Mais les refondations, ça se fait pas en 5 minutes. Par conséquent, ça ne sera pas un adversaire, le Parti socialiste ne sera pas un adversaire considérable à l'Assemblée nationale. Il me semble que la véritable opposition, quand même, elle se situe autour des députés républicains qui, la centaine restante,
j'ose dire, tient le coup dans son modèle de ni blanc-seing, ni opposition systématique. Ça veut dire en réalité opposition le plus possible systématique. Et puis, il y a en plus le groupe. Alors là, je dois dire que ça me paraît quand même incroyable. Le groupe des constructifs qui trouve le moyen d'être divisés entre l'UDI et les constructifs. Alors là, franchement, je ne sais pas s'il y aura deux groupes, ils n'ont pas le nombre pour faire deux groupes, mais enfin, ça me paraît quand même le comble. Alors le comble moi, c'était le comble de ma stupeur. Ludovic, la division de ce groupe des constructifs, en fait, ce sont les amis d'Édouard Philippe, des Républicains constructifs, et l'UDI de l'autre côté qui s'abstient. C'est bien ça, pour résumer? Oui, c'est encore plus subtil. C'est encore plus subtil, mais c'est vrai que ce groupe, à l'origine, il est un peu composé de briques et de brocs, et c'est vrai qu'une partie des députés, notamment de l'UDI, qui se sont retrouvés embarqués finalement dans ce groupe, puisqu'ils n'étaient plus en mesure de constituer à eux seuls un groupe, hein, puisque de toute façon, certains d'entre eux étaient de toute façon décidés à participer à cette aventure des constructifs. Donc enfin voilà, c'est encore une fois, c'est un peu un groupe composé de briques et de brocs qui, en réalité, sur le fond, est plutôt décidé à soutenir les principales réformes d'Emmanuel Macron, à commencer par la réforme du Code du travail. Après, il y a une question d'affichage, c'est-à-dire que pour ne pas être accusés par leurs propres amis des Républicains avec lesquels ils ont fait dissidence, pour ne pas être accusés d'être de simples supplétifs finalement de la majorité d'Emmanuel Macron, pour pouvoir marquer un petit peu leur différence, eh bien un certain nombre préfèrent s'abstenir que de voter carrément pour la confiance. Alors il y a 35 députés constructifs, il y en a 12 a priori, une douzaine qui devraient voter la confiance, les autres s'abstiendront. On verra surtout avec les premières réformes, ce sera un petit peu ça, les preuves de vérité. On sait très bien qu'un certain nombre d'entre eux sont de toute façon assez en phase en réalité avec Édouard Philippe, et c'est un groupe qui a vocation, au moins au début, à accompagner le gouvernement au-delà de la question de l'abstention. D'ailleurs, chez les Républicains en tant que tels, hein, il y a aussi un certain nombre de députés qui vont s'abstenir pour montrer là aussi qu'ils ne sont pas forcément dans une position absolument caricaturale. Donc on voit bien que de part et d'autre, il y a aussi beaucoup de communication dans ce vote de confiance. Frédéric Seyss. Il y a un côté troisième lame de la victoire d'Emmanuel Macron. Il y a eu la première à la présidentielle, la deuxième aux législatives, et là la troisième qui fait qu'il y a une atomisation assez folle des deux partis qui gouvernaient jusqu'à présent. Le Parti socialiste complètement divisé, vous le disiez, entre Stéphane Le Foll, Delphine Batho, Régis Juanico qui était frondeur. Il n'y a aucune cohérence dans le soutien ou le non-soutien au gouvernement. Ce sont des positions totalement différentes. Au sein du groupe Les Républicains, donc Les Républicains canal historique, là encore, il y a plusieurs positions. Il y en a au moins deux, avec le refus et avec l'abstention. On entendait Damien Abad qui, lui, était plus du côté de l'abstention. Un Christian Jacob sera beaucoup plus vindicatif. Et puis, effectivement, au niveau des constructifs qui sont censés être des alliés, même eux sont dans un pas de deux assez bizarre. Donc ça veut dire qu'il y a l'atomisation de toutes les forces qui n'appartiennent pas En Marche, et qu'au milieu En Marche peut faire office de rouleau compresseur, et à chaque extrême, Front National et Front de Gauche, Parti communiste, qui eux sont dans une cohérence totale et qui peuvent paradoxalement profiter de ça pour montrer que chez eux au moins, il n'y a pas de doute idéologique, ils sont fermement contre. Dans une opposition frontale. Fernand Tavares, vous souscrivez à ce que vient de dire Frédéric Seyss, c'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, pour Édouard Philippe, c'est un atout cette atomisation des partis traditionnels? D'autant que ce qu'on observe depuis le résultat des élections législatives, c'est que vraiment, aussi bien chez les socialistes que chez les républicains, ils sont, si j'ose dire, KO debout. Ils ont beaucoup de mal à se remettre. D'abord, il y a eu l'affaire de la primaire, la désignation de Fillon, les affaires de Fillon, tout ça c'est parti en lambeaux. Et résultat des courses, dans les circonscriptions, les électeurs ne s'y sont pas retrouvés. Chez les socialistes, ça a été l'éclatement, la division, avec Manuel Valls mis lui aussi au tapis. Donc, ces deux grandes formations ont pris sérieusement des coups et ils ont encore aujourd'hui du mal à se relever. Ils cherchent leur marque. Lorsqu'on disait tout à l'heure que certains vont s'abstenir, vont pas oser dire on est tout à fait contre, on est tout à fait pour. Mais bon, comme c'est le début de la législature, on va donner une chance au Premier ministre qui, entre parenthèses, l'un des leurs. Le Premier ministre, c'est un député, maire, un élu national, mais aussi un élu local. Donc ça devrait mieux passer dans l'hémicycle cet après-midi. Mais cela dit, ils ont tous un peu le dos voûté, les anciennes majorités. Justement, Fernand, on va tout de suite regarder un portrait d'Édouard Philippe. Il vient de la gauche de Michel Rocard. Il a ensuite rejoint Alain Juppé. Regardez ce portrait de Géraldine Bavoyot. Il est devenu Premier ministre le 15 mai dernier. Ce Macron compatible de 46 ans, inconnu du grand public, passe son grand oral cet après-midi.
Né à Rouen, Édouard Philippe a grandi dans une famille plutôt de gauche. Il est passé par les classes préparatoires et intègre ensuite Sciences Po. C'est là où il fait ses premières armes en tant que militant au Parti socialiste auprès de Michel Rocard. Puis, virage à droite en 2002, il rejoint Alain Juppé lors de la création de l'UMP et deviendra l'un de ses fidèles. Le Premier ministre alterne entre secteur privé, notamment chez Areva, et vie politique en tant que conseiller spécial à Matignon en 2007. Mais c'est en 2010 qu'Édouard Philippe entre vraiment dans l'arène politique en devenant maire du Havre, puis député de Seine-Maritime. L'ancien porte-parole d'Alain Juppé lors des primaires de la droite doit maintenant préciser la politique de son nouveau patron, Emmanuel Macron. Alors, Boyer est en très matin. Frédéric Seyss, aujourd'hui, ce discours pour Édouard Philippe, c'est un petit peu sa première intervention devant les parlementaires, devant les Français. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il faut qu'il imprime son style? Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Il faudra voir le score qu'il obtient. Il y a eu des scores très divers au cours de la Ve République. Manuel Valls avait obtenu un score assez faible quand il avait fait son discours de politique générale en 2014. À l'inverse, Alain Juppé en 95 avait obtenu plus de 470 voix, donc un plébiscite avec une assemblée qui était bleu horizon, comme on disait à l'époque, avec des références historiques. Là, a priori, il n'y a aucun suspense. Enfin, c'est même pas a priori, c'est sûr. Il n'y a aucun suspense pour savoir s'il obtiendra la majorité ou pas. Il faut voir jusqu'où, effectivement, cette vague en marche porte au sein des groupes de l'Assemblée nationale. Abstention ou vote pour, on l'a dit, dans les anciens groupes LR et PS. Et puis ce qu'on peut en attendre aussi, c'est que Édouard Philippe manifeste un signe d'existence face au tout macronisme de l'État qui est en train de se mettre en place. Certaines mauvaises langues ont dit qu'il avait un peu un profil de directeur de cabinet un peu amélioré face au macronisme en marche. Il devra montrer cette fois-ci qu'il a une complémentarité et, si j'ose dire, une idéologie propre, qu'il a une personnalité face à Emmanuel Macron. Ce ne sera pas facile, d'autant qu'il devra annoncer des mauvaises nouvelles. On va peut-être y revenir, mais oui, on en parlera. Il y a le trou de 8 milliards d'euros qu'il va falloir combler. Ce n'est pas le plus facile pour un Premier ministre. Michel Cotta, il faut qu'il s'impose cet après-midi, Édouard Philippe. Il impose davantage sa personnalité que sa politique, parce que dans la politique, en principe, elle s'inscrit dans le droit fil de ce que dit Emmanuel Macron. Alors, simplement, c'est un exercice difficile. On a vu quelques occasions de voir des discours de politique générale. C'est un exercice difficile. Il faut, oui, montrer sa personnalité, oui, dire des choses, alors pour le coup, parce qu'on ne comprendrait pas qu'il n'énonce pas les réformes, et à la fois ne pas faire le sale boulot, et aussi pas faire un catalogue de choses à faire, etc. Ce que beaucoup de premiers ministres ont fait en présentant un discours de politique générale. Il y a au moins 3 enjeux. Il y a un enjeu de crédibilité, parce que Édouard Philippe, il y a quelques semaines encore, on ne l'imaginait pas forcément dans ce rôle de Premier ministre. Et il a une expérience de parlementaire, mais il n'a été élu député pour la première fois qu'en 2012. Il y a un enjeu d'autorité aussi vis-à-vis de cette Assemblée nationale et de cette majorité très, très macroniste. Et puis, il y a un enjeu de notoriété. Les Français le connaissaient peu il y a encore quelques temps, et donc il va falloir qu'il trouve les mots et le ton juste. Il est au moins débarrassé d'une chose, effectivement, c'est qu'il sait qu'il aura une majorité très très large, puisque si on fait la simple addition députés de La République En Marche plus Modem, on est à 360 députés. Donc il fera effectivement mieux que François Fillon en 2007, Jean-Marc Ayrault en 2012 et Emmanuel Valls en 2014. Il ne battra pas le record, par contre, d'Alain Juppé. C'était en 1993. Alors j'ai retrouvé... C'est pas forcément un bon présage en même temps. Voilà, quand on voit ce qui s'est passé par la suite. Non, pardon, c'est Édouard Balladur, le record en 1993. En réalité, 457 voix pour. Voilà, il ne battra pas ce record, mais ce n'est pas l'enjeu non plus. Eh bien, on va tout de suite rejoindre, salle des 4 colonnes, une députée de La République En Marche qui, elle, sûrement, Valérie, va voter la confiance cet après-midi. Exactement. Olivia Grégoire est à mes côtés, députée La République En Marche de la 12e circonscription de Paris. Est-ce que vous voterez la confiance tout à l'heure? Bien sûr que je voterai la confiance tout à l'heure, la confiance à Édouard Philippe. Un discours de politique générale qui est attendu par nous, députés nouvellement élus de La République En Marche, après le discours du président hier. Est-ce que vous parliez du discours du président d'hier? Qu'attendez-vous de ce discours d'Édouard Philippe aujourd'hui? Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas laissé que les miettes à Édouard Philippe?
Pas du tout, c'était un risque et un certain nombre de commentateurs l'avaient d'ailleurs envisagé. Pour avoir eu le plaisir d'écouter le président hier au Congrès, c'était un discours de vision, c'était un discours d'objectif et de cap, c'était un discours qui donnait des perspectives et qui était pour certains un peu conceptuel, mais en tout cas moi je l'ai trouvé extrêmement fort en symbole, en valeur. On est revenu sur des fondamentaux de la République, sur les fondamentaux du renouvellement démocratique, des réformes institutionnelles qui vont être portées par la République en marche. Et c'était donc un discours de perspective. Aujourd'hui, le pendant, c'est le discours du Premier ministre qui doit être très complémentaire, je pense, et c'est l'objet de la réunion que nous avons dans quelques minutes. Complémentaire, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va dérouler la méthode, les moyens qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs et les valeurs qui ont été posées par le président de la République hier. Donc, une feuille de route de la part du président du Premier ministre, un cap fixé par le président, c'est une posture résolument complémentaire. Complémentaire, mais vous l'attendez particulièrement sur quel dossier précisément ? Je ne crois pas que un discours de politique générale n'est pas nécessairement l'égrenage ou un catalogue de mesures extrêmement précises et calendaires, si vous voulez. Ce qui va être expliqué par le Premier ministre sont les grands axes des réformes, la méthode, là encore, qui va être portée, celle qui va accompagner le déploiement des réformes. Et l'idée, c'est que nous écoutions Édouard Philippe sur les principales orientations des 2-3 prochaines années, qu'on sache les grands fondamentaux, les grands axes vers lesquels nous allons aller et comment nous allons les dérouler en matière de méthode et d'objectifs. Donc c'est vraiment deux discours très complémentaires et je pense que ceux qui commentent souvent ne sont pas forcément au cœur de l'action. Entre ce qu'on a entendu hier et je pense que ce que nous allons entendre aujourd'hui, je pense que nous aurons une vision très globale entre la tête et les jambes, entre un président et le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci Olivier Grégoire. Et merci à vous Valérie Brochard. On vous retrouve bien sûr tout au long de l'émission avec d'autres invités. Fernand Tavares, quel accueil va trouver Édouard Philippe tout à l'heure dans cette nouvelle Assemblée ? Première impression, tout d'abord, c'est que Édouard Philippe, c'est l'un des leurs à tous les députés. Édouard Philippe a été député, mais aussi un député national, plus un élu local. Il a été maire du Havre pendant longtemps. Donc c'est important parce que les parlementaires ont en face d'eux quelqu'un qui connaît bien la politique nationale et surtout la politique locale. Ensuite, le Premier ministre peut s'appuyer sur l'article 21 de la Constitution. Le Premier ministre dirige la politique du gouvernement. On le dit, on le redit, mais enfin c'est utile surtout pour cet après-midi. Donc le patron du gouvernement, c'est Édouard Philippe et ce n'est pas le président de la République. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a bien compris hier. Il a entendu tous les reproches qui lui étaient faits en disant « vous allez griller la politesse au Premier ministre, vous allez l'affaiblir, l'humilier ». Pas du tout. Vous avez entendu le président de la République. Est-ce qu'il est humilié ? Oui, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il est humilié ? Oui, par le discours d'Emmanuel Macron d'hier. Je ne crois pas du tout. Franchement, je n'y crois pas du tout parce que le président de la République a fixé un cap. Il n'est pas trop entré dans le détail, sauf sur un ou deux points dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, maintenant, c'est au Premier ministre de prendre les commandes. C'est un commandant de gouvernement. Certes, il aura une facilité, c'est qu'il a une majorité extraordinaire. Théoriquement, dans les quelques mois qui viennent, ça devrait aller tout seul. Frédéric Seyss. Je trouve qu'on vient d'entendre une phrase extrêmement intéressante à la fin de cette interview de la députée En Marche qui a dit la tête et les jambes pour parler du couple exécutif, autrement dit la tête Emmanuel Macron, les jambes Édouard Philippe. Ça lui fera sans doute très plaisir, mais ça montre bien le danger qui le guette de n'être perçu que comme un exécutant qui prend des ordres d'au-dessus et qui n'a pas de pensée personnelle. Mais le général de Gaulle parlait d'intendance. L'intendance suivra, c'était quand même plus élégant, je trouve, que la tête et les jambes. Oui, mais c'est un retour aux sources de la Ve République. Hein. On n'imagine pas Michel Debré imposer sa politique au général de Gaulle. Et d'ailleurs, quand on a eu l'impression que c'était le cas, avec le discours de Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société en 1969, ça a été très peu apprécié par Georges Pompidou. Le tout, c'est qu'il y ait une bonne intelligence finalement entre l'Élysée et Matignon. Et on sent que même si hier Emmanuel Macron a précédé Édouard Philippe, pour l'instant, il y met plutôt les formes. Et il y a d'ailleurs intérêt, effectivement, pour garder, lui, ce côté un peu régalien au-dessus de la mêlée. Pour l'instant, il y a une relation plutôt franche et directe entre les deux hommes. Et Édouard Philippe, finalement, connaissait la règle du jeu quand il a accepté d'être nommé à Matignon. Donc, tant que ça durera, ça se passera. Emmanuel Macron, qui laisse également le soin à Édouard Philippe de mener les réformes difficiles. Écoutez cette petite phrase qu'il a eue à l'adresse de son Premier ministre hier à Versailles. La France n'est pas un pays qui se réforme. C'est faux. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui, devant le Congrès, cette mauvaise nouvelle. La France est un pays qui résiste aussi longtemps qu'il est possible de ne pas réformer. C'est ce que vous disiez, Ludovic, c'est-à-dire que là, Emmanuel Macron dit presque à Édouard Philippe qu'il est son fusible. Exactement, c'est souvent le rôle dans la Ve République, vous avez raison. Cela dit, la Constitution, effectivement, dit que le Premier ministre détermine
et conduit la politique de la nation. Autrement dit, il est censé ne pas être uniquement les jambes, mais aussi la tête. La difficulté historique quasiment à laquelle doit faire face Édouard Philippe, c'est qu'il vient d'un autre camp, qu'il est considéré comme un traître par une partie de son camp, et que donc désormais il n'a plus de poids politique, il n'a plus en tout cas de famille derrière lui pour le soutenir. Il procède entièrement d'Emmanuel Macron, et donc quand il y aura des accords, par définition, la majorité se rangera du côté de la tête et pas des jambes. On dit qu'il est isolé, oui, Ludovic. Oui, alors juste, ça fait longtemps en réalité qu'on sait que le Premier ministre ne détermine pas la politique de la nation. Il l'a conduit tout au plus, c'est vrai, depuis... le quinquennat au moins. Ou depuis le quinquennat, et même avant, si on prend l'exemple du général de Gaulle. Donc il y a la lettre, et puis il y a l'esprit des institutions, il y a la théorie et la pratique. Alors ça dépend, hein, en période de cohabitation, effectivement, on est évidemment dans une situation différente, et c'est là qu'on voit la souplesse finalement de la constitution de la Ve République. Pour le reste, juste pour revenir un instant sur Édouard Philippe, humilié ou pas, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas fait ça hier et il n'y a pas intérêt. Si un jour il veut se servir d'Édouard Philippe comme d'un Premier ministre, il a plutôt intérêt à donner l'impression que le Premier ministre n'est pas seulement un collaborateur, mais qu'il est aussi responsable finalement de l'animation et de la gestion de l'action gouvernementale. Donc on n'est pas finalement dans le collaborateur dont Nicolas Sarkozy avait parlé à propos de François Fillon. On voit qu'il y a de part et d'autre, à Matignon et à l'Élysée, une volonté de préserver la forme, la mise en scène, même si on a bien compris que quand ce serait nécessaire, les choses se décideraient à l'Élysée. Je trouve que ce qui est nouveau, quand même, on oublie toujours, et c'est plus la droite contre la gauche. C'est plus un combat frontal, il y a une position centrale dans laquelle se retrouvent effectivement Macron et Philippe, même si Philippe est désavoué par ce qui reste de son camp. C'est-à-dire que ça n'est pas un antagonisme forcé, et c'est au contraire la recherche d'un plus grand rassemblement. Alors le problème, c'est de savoir si le rassemblement, c'est un unanimisme béat ou un rassemblement tranquille, ou au contraire un rassemblement menacé. On a souvent parlé de l'enfer de Matignon. Est-ce que vous pensez tous les quatre que Édouard Philippe peut s'en sortir, ou que finalement on est condamné à l'échec, aux difficultés quand on entre à Matignon? Je pense que le Premier ministre a un plus par rapport au président de la République. Emmanuel Macron n'a jamais été élu local. Donc ça, il peut dire, le Premier ministre, moi je sais ce que c'est, je sais ce qui se passe dans les départements, dans les régions, j'ai eu affaire aux Français régulièrement, et donc ça peut être un avantage. D'autre part, je ne pense pas, au moins dans les premiers mois qui viennent, que le Président de la République et le Premier ministre vont vraiment se retrouver à front renversé ou être l'un contre l'autre. D'abord, ils se rencontrent, c'est la tradition, tous les lundis, ils déjeunent ensemble, les coups de fil sont nombreux et variés, et on a bien compris hier, en tout cas, que le président de la République n'entendait pas laisser une épaisseur, l'épaisseur d'une feuille à cigarette ou pas plus, entre lui et le chef du gouvernement. Ça, c'est clair et net. Mais enfin, le fait d'avoir été élu local, d'avoir géré une ville, voire un département, pour certaines régions, c'est quand même un poids important et positif. Oui, d'un mot, Emmanuel Macron, en plus, veillait à ne pas lui laisser trop d'autonomie. On voit qu'il l'a évidemment prélevé d'un autre groupe. Et puis, il a instauré cette règle qui sont les conseillers partagés, qui font que des mêmes conseillers dans un tas de domaines que sont le budget, etc., sont partagés entre l'Élysée et Matignon. Et en cas de conflit, en cas de coup dur, on se doute évidemment vers quel côté leur cœur balancerait, évidemment. Michel Cotta, vous partagez? C'est une façon de contrôler le Premier ministre de la part d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est contrôlé, c'est plutôt ajusté. Bien sûr, quand les conseillers sont comme... On sait très bien que sous la Ve République, ce qui a toujours fait problème, c'est les entourages des présidents de la République et les entourages des premiers ministres, plus que le président et le Premier ministre eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que les cabinets ont été choisis. On peut dire que c'est une surveillance. Je crois que c'est moins une surveillance qu'une recherche d'efficacité. On verra comment ça tourne, mais c'est quand même une recherche d'efficacité. Et on va tout de suite retrouver Valérie Brochard en direct de la salle des 4 colonnes. Vous avez un invité des Républicains à votre micro, Valérie. Absolument, Daniel Fasquelle a élu les Républicains dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Fasquelle, de cette déclaration de politique générale? Écoutez, malheureusement, je n'attends pas grand-chose dans la mesure où on connaît déjà la feuille de route d'Édouard Philippe. Il va augmenter le gasoil, il va augmenter la CSG, donc en fait il va augmenter les impôts. Et on sait qu'il est à la tête d'un gouvernement
qui n'est pas clair sur des sujets importants comme la ruralité, la lutte contre le communautarisme. Est-ce qu'on doit tourner le dos ou non à la politique pénale de Madame Taubira? Alors donc je n'en attends pas grand-chose, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise et peut-être que Édouard Philippe dissipera les ambiguïtés qui sont celles depuis déjà de longs mois d'En Marche et du président de la République, ambiguïtés qui n'ont pas malheureusement été dissipées hier lors de ce congrès de Versailles, mais vous savez qu'on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment, et j'ai peur que cet après-midi, s'il sort de l'ambiguïté, ce sera pour nous annoncer malheureusement des mauvaises nouvelles. Alors j'attends ce discours avec beaucoup d'intérêt, mais très franchement, je ne pense pas que ce discours de politique générale conviendra aux Français, en tous les cas à ceux qui ont voté pour moi, et qui demanderaient plus de pouvoir d'achat, qui demanderaient une attention plus grande à la ruralité. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, malheureusement, l'intention de ce gouvernement. A priori, à vous entendre, à vous comprendre, vous ne voterez pas la confiance? Je ne voterai pas la confiance. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui, du jour au lendemain, a tourné le dos à ses idées et à ses amis. Édouard Philippe, il faisait campagne pour le programme des Républicains et soutenait les candidats des Républicains. Et du jour au lendemain, il a fait campagne pour En Marche, soutenant les candidats d'En Marche, contre ceux qui soutenaient 15 jours encore auparavant. Donc moi, franchement, déjà, de par l'attitude, je ne peux pas voter la confiance. Et puis, je vous dis, les orientations qui sont prises ne semblent pas être les bonnes. Ça ne veut pas dire pour autant que par la suite, je ne voterai pas pour certains textes. Je vous l'ai dit, par exemple, je suis favorable à la réforme du marché du travail, plus de liberté, plus de sécurité, comme l'a dit hier le président de la République. C'est un texte que je voterai, mais je ne veux pas a priori accorder la confiance à quelqu'un qui a eu cette attitude et qui porte ce projet, qui est un projet qui, pour moi, ne convient pas aujourd'hui aux attentes des Français. Une dernière question concernant le déficit public, qualifié donc en tout cas, le budget de François Hollande, revu. Est-ce que, voilà, jugé insincère, est-ce que vous comprenez qu'Édouard Philippe puisse dire et critiquer le gouvernement précédent? Édouard Philippe, s'il avait été un peu plus présent à l'Assemblée nationale et un peu plus attentif, et il se serait aperçu que l'on avait dénoncé, nous sommes nombreux à l'avoir fait, je l'ai fait moi-même, le caractère insincère du budget qui avait été proposé. Donc tout ce qu'on fait semblant de découvrir aujourd'hui, on le savait déjà il y a plusieurs mois, surtout on le savait avant les élections législatives. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est d'avoir caché ces mauvaises nouvelles en attendant les élections législatives. Et puis maintenant qu'ils ont une majorité large à l'Assemblée nationale, ils nous annoncent ces mauvais chiffres pour préparer des hausses d'impôts qu'il fallait craindre, qui malheureusement se préparent avec de mauvaises nouvelles. Je pense notamment à la hausse du gasoil qui va frapper tous ceux qui ont besoin de faire de nombreux kilomètres pour pouvoir travailler ou se déplacer dans la ruralité. La hausse de la CSG qui va frapper les retraités les plus modestes. On voit bien qu'on est en train de préparer les esprits pour des mesures impopulaires. Mais en réalité, tout ça a été déjà prévu, déjà organisé avant l'élection législative. Simplement, ça a été caché aux Français. Et ça, je veux le dénoncer avec force. Merci beaucoup, Daniel Fasquelle. Merci. Et merci à vous, Valérie Brochard. En effet, Édouard Philippe va devoir composer avec un budget plus que serré. La Cour des comptes a publié son rapport annuel la semaine dernière. Il manque 8 milliards d'euros. Maïté Frémont. Mercredi dernier, la Cour des comptes rend un constat sévère. Son président, Didier Migaud, estime que le déficit public devrait déraper à 3,2% du PIB cette année. Il n'hésite donc pas à pointer du doigt la gestion de François Hollande. Nous faisons à nouveau un appel effectivement à davantage de sincérité. Lorsque vous présentez une loi de finances initiale avec un déficit à 2,7 en loi de finances initiale et que, en fonction des éléments qui sont à notre connaissance, nous pouvons dire aujourd'hui qu'en fait la réalité c'est 3,2, on peut exprimer des interrogations. En cause, la sous-budgétisation de certains ministères comme celui de la Défense, mais aussi la recapitalisation d'Areva. Concrètement, cela correspond à un dérapage d'environ 8 milliards d'euros par rapport aux prévisions officielles. Une situation qui contrarie les pronostics du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. À droite, Bruno Retailleau parle d'une bombe sociale qui menace d'imploser le modèle social français. Cette addiction de l'État pour la dépense publique nous emmène dans le mur. L'an prochain, Monsieur le Premier ministre, la dette atteindra sans doute 100% de la richesse annuelle produite par tous les Français. Suite à cet audit de la Cour des comptes, Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est engagé à ne pas augmenter d'impôts.
Alors cette situation budgétaire très problématique, Frédéric Seyss, il va en être question tout à l'heure lors du discours d'Édouard Philippe, on peut l'imaginer. Oui, y compris avec un jeu de posture, parce que c'est vrai que quand on voit Édouard Philippe comme ça, la face moribonde, découvrir que le budget de la dernière année du quinquennat n'était pas franchement sincère, on a envie de rigoler franchement. D'une part parce qu'il était au courant forcément comme l'ensemble du monde politique, deuxièmement parce que c'est une chorégraphie très très bien rodée. En dernière année d'un quinquennat, il y a toujours des dépenses un peu supplémentaires qu'on laisse au suivant. Les autres le savent en faisant campagne mais ne disent rien, et puis ensuite ils arrivent au pouvoir et se disent quelle horreur, on va être obligé de couper. Cela dit, 3,2%, juste pour remettre des proportions, c'est pas non plus si énorme que ça, sachant qu'on partait de 5% au début du mandat de François Hollande. Donc il y a quand même eu une progression, elle n'est pas aussi bonne que ce qui était annoncé dans la dernière année du quinquennat. Cela dit, il y a une autre posture, juste d'un mot aussi, c'est quand la droite canal historique dit c'est Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie, c'est un scandale, c'est sa faute. Là, ils font semblant de méconnaître la répartition des portefeuilles puisque c'est le ministre des Finances et non pas celui de l'économie qui était chargé de faire le budget. En l'occurrence, c'était Michel Sapin et Christian Eckert. Ouais. Michel Cotta. Et puis qu'il a pris la précaution de démissionner dès le début du mois d'octobre, donc il ne peut pas être... Emmanuel Macron. Enfin, il a quand même passé 4 ans auprès de François Hollande. Quoi qu'il se passe, il ne peut pas être comptable des dérapages du dernier moment. Voilà, oui, de la dernière année. Voilà, simplement, effectivement, je trouve que ça enferme un peu l'opposition, et notamment les Républicains, dans une contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est eux qui dénonçaient le dérapage de ce budget. Comment est-ce qu'ils vont maintenant dénoncer la façon dont Édouard Philippe, qui en plus leur était des leurs, s'en occupe. Donc la contradiction, elle va quand même être là et elle va se sentir. Ludovic Faux ? Oui, Frédéric a raison, hein. Il y a une part de mise en scène finalement dans tout ça, et d'ailleurs c'est bien pour ça que l'audit a été demandé à la Cour des comptes. On disait pendant la campagne qu'un certain nombre de promesses d'Emmanuel Macron n'étaient pas forcément financées, en tout cas de façon à rester dans les clous budgétaires. C'était le cas du service militaire, c'était le cas aussi de la transformation du CICE en baisse de charges, qui l'année du basculement finalement coûterait, alors ça coûte 20 milliards d'euros en année pleine. Mais c'est versé en fait l'année suivante aux entreprises. L'année du basculement, on verserait à la fois l'année précédente et l'année en cours, ça ferait 40 milliards. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont finalement les conséquences qu'Édouard Philippe va tirer de tout ça. Parmi les pistes qui circulent, il y a justement le report de cette transformation du CICE. Il y a éventuellement aussi le report d'1 an de la réforme de l'ISF, le report éventuel aussi de la réforme de la fiscalité du capital. On verra quelles sont les conclusions qui sont tirées. Il y a 3 solutions de toute façon dans ce genre de situation. C'est le coup de rabot qui peut concerner l'ensemble du ministère, on aura forcément un peu de ça. C'est le renoncement à certaines promesses, on verra si c'est le cas ou pas. Et puis il y a des choses plus structurelles qui nécessitent de baisser la dépense publique, mais ça ce sont plutôt des choses qui courent sur plusieurs années. Ça ne permettra pas forcément de trouver les 4 à 5 milliards dont on a besoin dès cette année. Michel Cotta. Déjà le gel du point d'indice des fonctionnaires qui a été annoncé, oui. Qui a déjà été annoncé. Donc, qui va quand même 4 milliards et demi, ça n'est pas surhumain à trouver, mais je pense que c'est en 2018 que la question sera plus difficile encore. En tout cas, un qui s'est senti visé, évidemment, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls, redevenu aujourd'hui député, et qui a déclaré ce matin qu'il était totalement contre l'expression insincérité. Il réfute totalement ce mot. Et il en veut notamment à Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui a un certain nombre, je cite, d'obsessions, dit-il, et notamment celle de l'insincérité. Qu'il y ait eu des difficultés, dit-il, c'est incontestable, mais... Conclut Manuel Valls, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais vous savez, à chaque changement de majorité, qu'est-ce qu'on dit ici ? Ah, l'héritage. Il va falloir gérer l'héritage de la précédente majorité. Eh bien, vous savez, cette affaire, quand même, on va en entendre parler cet après-midi, parce que demain matin, dès 8h, le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, va venir devant la commission des finances de l'Assemblée nationale s'expliquer. Il sera suivi de l'arrivée de M. Darmanin, qui est ministre de l'Action et des Comptes publics. Donc, sur l'article 9 du projet de loi d'habilitation pour prendre les ordonnances, bien. Mais il va falloir trouver aussi de l'argent. Alors, est-ce qu'à cause du déficit, tout ne va pas être possible ? On risque de l'entendre. Mais encore là, le Premier ministre devra avancer à pas compter.
Et d'un point de vue plus politique, on avait beaucoup reproché à François Hollande, Frédéric Seyss, de ne pas parler justement de la situation qu'il avait trouvée. C'est aussi une stratégie de la part de l'exécutif d'en parler aujourd'hui. Oui, François Hollande, c'était plutôt l'exception au regard de l'histoire, c'est-à-dire qu'en arrivant, il n'avait pas fait mine de découvrir que le déficit était catastrophique, et finalement, il avait dit « je ne vais pas plomber le moral des Français dans l'euphorie de mon arrivée en leur disant qu'en fait, ça va mal ». Et du coup, toutes les mesures du choc fiscal, ce qu'on a appelé le choc fiscal ensuite, avaient été d'autant plus durement ressenties et d'autant plus attribuées à la mauvaise gestion de François Hollande, alors que c'est vrai qu'il réparait la gestion précédente et la crise en bonne partie qui avait gonflé la dette d'un tiers en 5 ans. Mais l'un des risques justement, et c'est pour ça en partie effectivement que François Hollande n'avait pas voulu noircir le tableau en 2012, l'un des risques si Emmanuel Macron et Édouard Philippe renoncent d'ores et déjà à certaines réformes qui pourraient être utiles pour l'investissement, l'économie, etc., c'est justement de se priver un petit peu de ce choc de confiance, de cet élan initial. Or, on sait que le meilleur moyen, en réalité, de réduire les déficits, c'est la croissance qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, une équation dont il va falloir trouver la solution le plus finement possible. À la fois respecter les engagements de la France au niveau européen et donc ne pas dépasser les 3% dès cette année, mais par ailleurs ne pas casser l'élan de confiance et la croissance qui pourrait aller avec dans les mois et les années qui viennent. Il est bientôt 15h. Vous allez vivre dans un instant, en direct sur LCP, la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors que vous le voyez, les députés sont en train de s'installer dans l'hémicycle. François de Rugy va passer par la salle des pas perdus. Il va présider cette première séance de la session extraordinaire. Alors, on attend, Fernand, environ 1 heure de discours pour Édouard Philippe, peut-être un peu moins, un petit peu plus. Vous avez des informations? Je pense que ça ne fera pas 1h30 comme le président de la République, ça c'est sûr. Parce qu'il il y a eu beaucoup de paroles prononcées hier, donc on va être plutôt, non pas synthétique, mais plus ramassé. 1 heure. Ensuite, tous les groupes parlementaires vont intervenir, tous les présidents de groupe, les uns après les autres. Évidemment, la majorité a davantage de temps. On donne 50 minutes pour la République en marche. D'après mes renseignements, en fait, ils n'en utiliseraient que 25 ou 30 minutes. Ensuite, le Parti républicain, principal groupe d'opposition, aura la parole pour 20 minutes. Et tous les groupes derrière pourront intervenir pour une dizaine de minutes. Ce qui est prévu également, c'est qu'au bout du compte, le Premier ministre reprenne la parole pour répondre à chaque intervention des groupes et éventuellement préciser tel ou tel point. Ensuite, il faudra voter la confiance ou pas. Ça se passera à l'extérieur de l'Assemblée. Et non de l'hémicycle, à l'extérieur de l'hémicycle. À l'extérieur de l'hémicycle, ça ne sera pas à bulletin secret. Chaque député aura un petit papier bleu ou blanc ou rouge, suivant qu'il vote pour, qu'il s'abstient ou qu'il vote contre. Il y a derrière ces papiers un code barre qui identifie ou qui identifiera celui qui vote. Donc on saura tout après. Qui a voté pour, qui a voté contre. Alors à mon avis, dans la République en marche, je ne vois pas qui peut faire le contraire de ce qu'on lui a dit. Et on suivra bien sûr en direct ce résultat du vote de confiance. Je vous remercie Michel Cotta d'avoir été avec nous. Vous devez nous quitter. Merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous également Frédéric Seyss, éditorialiste à France Culture, d'être venu commenter cette première déclaration de politique générale d'Édouard Philippe qui ne devrait pas tarder. On suivra ça bien sûr tout de suite. Que faut-il en attendre exactement, Ludovic Faux? Vous le disiez tout à l'heure, même Édouard Philippe l'a dit dans Le Monde hier, ce n'est jamais... Ah pardon, François de Rugy, le nouveau président de l'Assemblée nationale, vient d'arriver, vous le voyez sur ces images, il monte au perchoir et il va introduire tout de suite cette première séance de la session extraordinaire. Est ouverte.